Tout au long de son histoire, la classe ouvrière a été confrontée à la répression étatique et patronale. Dans le numéro 157 des cahiers d'Institut CGT d'Histoire sociale, nous revenons sur une des réponses du mouvement ouvrier pour y faire face, le Secours rouge international. Pour en parler, nous recevons l'auteur de cet article, Corentin Lahut, doctorant en histoire à l'Université de Bourgogne. Alors, le Secours rouge international, c'est une organisation qui est mise sur pied par l'Internationale communiste à la fin de l'année 1922, afin de doter le mouvement communiste d'une organisation spécifique sur les questions de répression. La fondation du Secours rouge s'inscrit dans un contexte vraiment très particulier, qui est celui du début des années 1920, qui sont marqués par le reflux de la vague révolutionnaire qui avait déferlé sur toute l'Europe dans le sillage de la révolution russe à la fin de la Première Guerre mondiale. Et toutes ces expériences révolutionnaires et les grandes grèves de cette époque vont être littéralement écrasées à ce moment-là et vont faire émerger des nouveaux régimes très autoritaires, notamment en Europe de l'Est et dans les Balkans, des régimes fascistes aussi, comme en Italie, dont l'une des caractéristiques communes va être une répression systématique à l'encontre des organisations communistes, ce qu'on a appelé la terreur blanche. Alors, dans ce contexte difficile, l'Internationale communiste opère un mouvement de repli stratégique, c'est-à-dire qu'elle va abandonner la stratégie insurrectionnelle et à la place, elle va chercher à renforcer l'influence communiste au sein des masses ouvrières. Et pour cela, les partis communistes vont être invités et incités à constituer des organisations auxiliaires, des organisations satellites à côté des partis, pour toucher des secteurs particuliers de la population, ça va être les femmes, les paysans, les jeunes, etc. Ou alors pour mobiliser sur des questions très spécifiques comme la solidarité internationale. Et donc c'est comme ça que le Secours rouge international va être constitué avec un double objectif, pour à la fois faire vivre la solidarité dans un contexte de répression très dur, et en même temps servir la stratégie de front unique de l'Internationale communiste pour en quelque sorte servir de passerelle entre le Parti communiste et la société. Le Secours rouge va avoir un fonctionnement qui est calqué sur celui de l'Internationale communiste, c'est-à-dire qu'on va avoir une direction internationale qui siège à Moscou, avec un mouvement très centralisé, et des sections nationales qui s'organisent dans plus de 70 pays, dont certaines d'ailleurs pour beaucoup seront dans l'illégalité étant donné le contexte de répression. Le Secours rouge va revendiquer jusqu'à 11,5 millions d'adhérents en 1932. Alors c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, notamment parce qu'ils intègrent à la fois des adhésions individuelles et des adhésions collectives d'organisations. Et l'essentiel de ces adhérents va se trouver dans la section d'Union soviétique du Secours rouge. Alors en France, le Secours rouge apparaît au printemps 1923. Il va avoir des débuts assez laborieux, puisqu'au départ, il n'est qu'un collectif d'organisations proches du Parti communiste. Et il faut attendre 1925 pour qu'il s'ouvre aux adhésions individuelles et qui commence réellement à se structurer sur le territoire avec des comités départementaux et des comités locaux qui vont regrouper entre 30 et 40 000 adhérents jusqu'au début des années 30, ce qui équivaut grosso modo aux effectifs du Parti communiste à la même période. Le Secours rouge entretient des relations très étroites avec le Parti communiste, même si il va se revendiquer comme une organisation au-dessus des partis, une organisation non partisane, qui doit pouvoir accueillir des ouvriers de toute tendance. Mais malgré cela, le Secours rouge va être confronté à des difficultés assez importantes pour véritablement élargir sa sphère d'influence auprès de la classe ouvrière. Alors, le Secours rouge entretient des liens extrêmement privilégiés avec le mouvement syndical communiste, c'est-à-dire avec la CGTU en France. D'ailleurs, dès l'origine, la fondation du Secours rouge en France est une initiative conjointe du Parti communiste et de la CGTU. Et ensuite, dans tous les congrès de la CGTU, mais aussi de l'Internationale syndicale rouge au niveau mondial, il va être rappelé en permanence la nécessité pour les syndiqués de donner leur adhésion au Secours rouge et de participer aux souscriptions du SRI. Par ailleurs, le Secours rouge va aussi s'impliquer dans certaines grandes grèves ouvrières. Je pense par exemple aux grèves chez Citroën au début des années 30 ou aux grèves de Docker à Marseille en 35-36, où le Secours rouge va s'impliquer pour venir en aide
aux militants grévistes qui sont arrêtés et poursuivis dans les tribunaux, mais également en venant en aide aux travailleurs étrangers qui sont expulsés pour fait de grève. Une particularité du Secours Rouge dans l'ensemble des organisations communistes de cette période, c'est qu'il va être dirigé par deux femmes entre 1927 et 1938. C'est tout d'abord la révolutionnaire allemande Clara Zetkin, qui est présidente du Secours Rouge jusqu'à sa mort en 1933. Puis ensuite, ça va être Elena Stasova, une proche de Lénine, qui avait été aussi dirigeante de la puissante section soviétique du Secours Rouge. Alors qu'on fête actuellement le 150e anniversaire de la Commune de Paris, il est intéressant de noter que le Secours Rouge, la toute première décision qu'il prend à sa fondation, c'est de faire du 18 mars, la date anniversaire du déclenchement de la Commune de Paris, une journée internationale du Secours Rouge et une journée internationale de soutien aux prisonniers politiques dans le monde. La tâche première du Secours Rouge, c'est d'assurer le soutien matériel, moral, judiciaire et politique aux victimes de la répression. Pour cela, il va mettre à disposition des avocats pour pouvoir défendre les inculpés quand ils sont traduits devant les tribunaux. Il va également assurer un contact régulier avec les emprisonnés en organisant le parrainage aussi des détenus par ces sections locales. Et il assure également un soutien matériel aux familles des emprisonnés. Le Secours Rouge va également être très impliqué dans les luttes anticoloniales, notamment en Algérie et en Indochine. Et c'est lui qui va animer en France les grandes campagnes de solidarité internationale, par exemple en 1927 au moment de l'exécution de Sacco et Vanzetti, ou plus tard en organisant l'accueil en France de réfugiés politiques qui fuient les régimes autoritaires ou le fascisme, et notamment les réfugiés antifascistes allemands à partir de 1933. Le Secours Rouge est profondément impacté par la dynamique antifasciste du Front populaire. Il va vivre de grandes transformations, puisque en 1936, il change de nom pour devenir le Secours populaire de France et l'économie. Il devient également une véritable organisation de masse, avec plus de 180 000 adhérents. Et à ce moment-là, il va élargir son champ d'intervention, puisqu'il va s'occuper non plus seulement du secours aux victimes du fascisme et de la répression, mais également il va s'intéresser à de nouvelles problématiques, comme celle de l'enfance malheureuse, ou alors le secours aux victimes de catastrophes naturelles. L'apogée du secours populaire est atteinte avec la guerre d'Espagne, entre 1936 et 1939, puisque le secours populaire va être en France l'un des principaux animateurs de ce formidable élan de solidarité qui traverse le pays pour soutenir la République espagnole. L'activité du secours populaire s'interrompt brutalement à l'automne 1939, au moment de l'interdiction du Parti communiste et de la dissolution de toutes les organisations qui gravitent autour du PC. Malgré cela, le secours populaire va se reconstituer clandestinement durant l'occupation et il va poursuivre une activité de soutien matériel aux familles des emprisonnés, des déportés et aux familles des fusillés. Dans les décennies qui vont suivre, le secours populaire va se détacher progressivement du Parti communiste et adopter des formes de solidarité de type humanitaire et apolitique qui vont l'éloigner de ce qu'était le Secours Rouge à ses origines. Au début des années 70, on va assister à la réémergence d'un nouveau Secours Rouge dans le contexte des années post-68 avec l'émergence d'un certain nombre de groupes politiques qui vont intégrer la violence politique et la confrontation avec l'État dans leur registre d'action. Et c'est comme ça qu'un nouveau et éphémère Secours Rouge va réapparaître avec le soutien d'un certain nombre d'organisations marxistes-léninistes, maoïstes, trotskistes, et à l'appel de plusieurs personnalités comme Jean-Paul Sartre, Gisèle Halimi, mais aussi des anciennes figures de la résistance exclues du Parti communiste comme Charles Tillon ou Jean Chintron, qui lui-même avait été le dirigeant du Secours Rouge dans les années 30. Mais cette expérience va être très courte, le Secours Rouge étant miné par des luttes intestines. Ces dernières années ont été marquées par une hausse de la conflictualité sociale qui ont entraîné une augmentation de la répression et des formes accrues de criminalisation des mobilisations sociales. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, mais aussi dans certaines luttes écologistes et dans les mobilisations syndicales contre la loi travail en 2016
ou plus récemment contre la réforme des retraites. Et on a vu ressurgir cette question aussi à l'occasion de la loi de sécurité globale discutée actuellement, qui a fait ressurgir le débat sur les violences policières. Ce climat social a favorisé l'émergence de groupes et des collectifs qui se sont spécialisés sur les questions de répression, ce qu'on appelle les collectifs anti-REP ou les Legal Teams, et qui vont reconstituer des réseaux d'entraide et de solidarité en réinvestissant des pratiques qui avaient pu être celles du Secours Rouge en son époque. Ces collectifs anti-répression qui émergent aujourd'hui sont, à mon sens, le reflet de la crise des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, qui se traduisent par l'émergence de nouveaux cadres de mobilisation, avec des collectifs qui sont plus autonomes, plus localisés, qui investissent de nouveaux terrains. Il y a malgré tout des différences majeures avec ce qu'était le Secours Rouge. D'abord, le Secours Rouge, c'était une force de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Et je pense que ce qui a fait la force et l'efficacité, toute relative soit-elle, du Secours Rouge à son époque, c'est que non seulement c'était une organisation très structurée, centralisée, du local jusqu'à l'international, mais c'est aussi une organisation qui était intégrée dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est la galaxie communiste, et qui permettait de mobiliser par ricochet, grâce à tout ce réseau d'associations, des strates différentes de la société qui étaient influencées par le Parti communiste.